Salut à tous les primates. Bon, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, du coup, vous avez cru que j'étais mort, mais non. Je commence à peine, à 38 ans, à être fatigué de vivre. Donc, il me reste encore un sacré paquet d'années à faire des vidéos. Et donc, en voilà une autre. Et on va commencer par le com de Gazepilon. Salut Matt, j'ai arrêté toutes les denrées animales depuis un mois parce que bon, ça suffit, tout ce carnage fait aux animaux. Et ouais, ça résume très bien le truc, ça suffit, c'est tout ce qu'il y a besoin de savoir. Voilà, donc des fois, on entend des trucs comme quoi l'humain est fait pour manger tel truc, des végétaux, machin, et ça part dans des espèces de débats. En fait, personne ne sait quelle est la vérité là-dessus, ou en tout cas, s'il y a quelqu'un qui le sait sur ce que les humains doivent manger précisément, ça n'a pas été démontré de façon éclatante, de façon à convaincre tout le monde. Donc en fait, on n'en sait rien. Il n'y a pas besoin de se lancer dans des spéculations des fois où bon, ça va chercher des trucs qui sont incertains. Il n'y a pas besoin de vouloir aller sur ce terrain-là ou voire même de placer des coups sous la ceinture pour essayer de parler de véganisme. Le seul truc qu'il y a à savoir, c'est que y a des animaux qui subissent des carnages, des tortures, qui sont écorchés vivants dans des abattoirs. Donc il y a juste besoin de savoir ça pour décider d'arrêter d'en manger et rien d'autre. C'est voilà, le véganisme, c'est une idée qui se suffit à elle-même, hein, donc c'est tout. Et du coup, il me dit, tu penses quoi du seitan? C'est dégueulasse. tu penses passer vegan, tu veux du seitan? Bon, peut-être que voilà, après c'est des goûts personnels. Moi, je trouve ça dégueulasse. Non. Dans les trucs, on va dire, typiques végétaux, tout ça, ou qui sont riches en prot et tout, moi je trouve que le top, ça reste quand même le tofu. Et le tofu, en bloc, voilà. Bon, après, c'est des trucs quand même conditionnés, tout ça, c'est pas du WOW. Hein. Si tu veux être WOW vegan, le tofu, sous cette forme, tu le manges pas. Après, moi j'aime bien, parce que le tofu nature, bon, faut le mettre dans des préparations un peu spéciales, quoi, pour que ce soit bon. Sinon, manger comme ça pur, bof. Mais par contre, le tofu, genre tofu ail des ours, sésame, les trucs comme ça, qui sont vendus en bloc, là, ça c'est top, ouais. Mais le seitan, non, c'est dégueulasse. Ouais, don't praise seitan. Blake Drake qui me met sur la vidéo où je parlais des études là, bon, il me met un long com, il y a une morale dans cette histoire, ça reste marginal, statistiquement parlant, tu as plus de chances d'avoir une vie d'esclave en n'ayant aucun diplôme et en allant bosser au rayon boucherie à Carrefour en espérant une bonne casse comme la tienne. Bon, après il me met un long com en fait. Voilà, donc dans son com, il raconte que il trouve que les études c'est important parce que ça te donne accès à des trucs, ça t'ouvre des portes, et que c'est vrai que souvent on fait des études, on s'en sert pas, et bien souvent on va dépenser des années dans des études et tout ça pour que ça ne rapporte rien. Donc bon, en fait, il pense la même chose que moi, donc pour reformuler, on va dire différemment de ce que j'avais dit dans la vidéo, ce que je pense des études. Quand tu fais des études, c'est un investissement, quoi. Hein. Tu sais que tu fais des hautes études, tu en as pour 4 ans, 6 ans ou quoi. Il faut bien calculer ce que ça te coûte et ce que tu vas en retirer de ces études. Je veux dire, tu mets 4 ans de ta vie sur la table, qu'est-ce que tu vas avoir pour ces 4 ans? Alors, un moyen souvent assez éclatant de faire ça, c'est de comparer le temps passé à faire les études avec un salaire. Mettons, tu as un salaire moyen, tu tapes 20 ou 25 000 par an, tu sais que 4 ans d'études, ça va te coûter donc 100 000. Tu mets 100 000 sur table, qu'est-ce que tu vas en retirer? Voilà, ça c'est vraiment la question à se poser. Et souvent, rien que de faire ce calcul, ça fait changer complètement les décisions. Hein. C'est pareil si tu crées un business. Tu es salarié, tu es dans une boîte ou quoi, bon, ça marche plus ou moins bien, sauf que ça te fait un peu chier. Tu veux changer, tu veux faire autre chose, tu veux créer ta boîte ou quoi. Bon, combien de temps ça va te prendre de lancer le truc? Si c'est dans un domaine tout nouveau, il va falloir acquérir les nouveaux skills, combien de temps ça va prendre? Bon, peut-être 2 ans, 3 ans pour être vraiment un expert du truc en s'y mettant à fond.
en tout cas assez expert pour que des clients en retirent un bénéfice et soient prêts à te donner leur fric. Bon, donc déjà, tu as peut-être entre 1 et 3 ans où tu vas rien gagner, et après, il faut le temps aussi de lancer ton biz, et puis ça, c'est encore autre chose. Donc ça peut prendre un certain temps. C'est pareil, autant tu vas être rentable au bout de minimum 3 ans. Voilà. Si c'est ça, il faut se dire, ok, pendant 3 ans, je vais avoir 0 salaire, donc ça va avoir un coût, parce que ces 3 ans, j'aurais pu continuer mon travail de salarié, et voilà, ça se compare, ça se compare, et du coup, c'est des coûts vraiment qui font réfléchir. Quand tu prends un calculateur et que tu fais vraiment le calcul, même un vague calcul pas forcément précis, déjà rien que ça saute aux yeux. Concernant les études, le truc c'est que quand tu dois faire cette décision, souvent tu as 18, 22 ans, quoi, quelque chose comme ça. Et donc souvent à cet âge-là, c'est un âge où tu as du temps et tu n'as pas de thunes. Donc le temps pour toi a une valeur faible mentalement. Donc tu te dis, bah c'est ok, je les claque les 4 ans, j'ai le temps, je suis jeune, tout ça, et du coup tu te rends pas compte de la valeur de ton temps des fois. Et alors que la thune, t'en as pas. Donc c'est difficile de te dire, je vaux tant de l'heure, voilà, je vaux 20 ou 50 € par heure par exemple. Donc si je passe 4 ans à ne pas gagner cette somme, bah il y a intérêt à ce que ça me rapporte derrière. Ça c'est difficile de se le dire. Quand tu as 18 ans, tu penses pas comme ça souvent. Et c'est une erreur. Donc l'idée, c'est d'arriver à s'imaginer ta capacité plus tard, en fait, de gain. Combien tu vas valoir plus tard. Parce que c'est aussi ce que tu vaudras dans le futur qui compte. Puisque là, tu vas dépenser du temps qui te manquera dans le futur. Donc c'est plutôt sur plus tard, par rapport à tes gains et ta valeur sur le market de plus tard, qu'il faut calculer ces études si tu les fais. Dans la vidéo où je parlais de ça, à la base j'avais dit que en gros les études, si tu as une vocation ou que tu veux accéder à une profession réglementée qui nécessite vraiment un truc, une accréditation ou quoi, là ouais, tu es obligé de le faire, et ça vaut le coup. Parce qu'en plus, profession réglementée, c'est une profession où tu as un monopole qui est enforcé par l'État. Donc après, qu'on soit étatiste ou pas, c'est les faits. Il y a des monopoles d'État. Et si tu as des diplômes, tu accèdes à ces monopoles. Donc une fois que tu es dedans, la concurrence est éloignée. Tu n'as pas de concurrent. Parce que l'État les empêche de venir faire le même truc que toi, et sans passer par tout toi ce que tu as fait. Et voilà. Ça s'appelle le droit d'entrée dans le business. Et plus un droit d'entrée est élevé, et plus solide est ton business, parce que ça éloigne la concurrence. Donc ça, quand tu as des métiers réglementés que tu veux faire, si toi tu es capable de te taper les études, c'est un gros avantage, parce qu'il y a un truc d'entrée élevé. Voilà. Bon, après, sinon, le reste, généralement, c'est du pipeau. Les études, c'est de l'arnaque, c'est surévalué. Bon, après, quand je dis ça, je parle pour tout l'Occident, quoi. Après, peut-être moins en France, chez les ricains, c'est clair que c'est de la grosse arnaque. Voilà, enfin bon. L'idée, c'est ça. Comparer les investissements, qu'est-ce que tu mets sur la table, qu'est-ce que tu vas en retirer, et tu prends ta décision par rapport à ça. Et la plupart du temps, tu constates que c'est une enculerie. Such Summoners, bravo, la modestie c'est pour les PNQ. Il n'y a pas d'histoire de modestie, pourquoi être abusivement modeste? Ça sert à rien, tu te limites. Donc ça, c'était sur la vidéo où je parlais de considérer d'entrée les étrangers comme des crétins, parce que en général, ce qu'ils te disent, ça va correspondre à ça. Et c'est pas une histoire de modestie ou quoi, c'est juste une histoire de data historique que j'ai constaté, et que je remarque que c'est efficace de faire comme ça. C'est un raccourci, c'est pour aller plus vite. Et des raccourcis, on en fait tout le temps, pour toutes sortes de trucs. Voilà. Même les bien-pensants, politiquement corrects, anti-racistes, anti-sexistes, anti-tout, les mecs, tu les mets dans des situations, ils vont se rendre compte qu'ils font des préjugés aussi raciaux, culturels ou autres.
Et c'est comme ça que les humains fonctionnent, et c'est pour gagner du temps, parce que quand tu analyses tout depuis le début en reprenant à zéro à chaque situation, c'est long. Je le fais, moi, je fais quand même souvent comme ça, et ça fait perdre du temps. Des fois, ça fait du bien d'utiliser des discriminations dans ce style. Et voilà, et ces discriminations vraiment dans le sens analyse rapide. Et voilà, c'est comme en trading en fait, quand tu regardes les charts, tu as des figures. Tu dis tiens, voilà, c'est un schéma, ça risque de faire comme ça, le stock risque de baisser à partir de maintenant jusqu'à tel prix, voilà, c'est des analyses quoi. Bah là c'est pareil. Et ça veut pas dire que tu as la certitude que c'est comme ça. Voilà. Et la modestie, concernant la modestie, gaffe avec ça, hein, on entend tout le temps ce truc-là. Si tu abuses avec la modestie, c'est un défaut en fait. Être modeste, c'est bien, mais si tu vas trop loin et que tu es tout le temps, on va dire, à te dévaloriser alors que ça n'a pas lieu, voilà. Je parle pas d'être dur avec soi-même et tout, ça c'est bien, c'est que tu mets des hautes attentes. Mais bon, genre si t'as une place à prendre ou un truc à faire ou quoi, et que tu vas te dégrader volontairement pour faire genre le mec modeste, c'est complètement con, hein, parce que les autres à côté, ils vont pas faire ça. Voilà, donc la modestie c'est pour les PNQ, j'en sais rien, mais bon, en tout cas, je sais pas si c'est une qualité forcément. Edward, tu devrais écrire un livre, un petit, reprogrammer son cerveau et devenir un parfait primate, ça serait génial. Ouais, bon, je le ferai, promis. Un parfait primate, bon, faut déjà que j'arrive à devenir parfait, c'est pas encore gagné. Mais bon, en tout cas, ouais, faire un bouquin sur le topic, je peux. Après, voilà, il faut être bon, hein. Il faut être bon parce que pour l'instant, je suis pas encore, j'ai pas encore le niveau pour écrire un tel livre. Hein. Là, il y a du level quand même hein, pour écrire ça. Donc, bon, quand j'aurai le niveau, promis, je le fais. Je sais pas combien de temps ça prendra, hein, peut-être 10 ans ou j'en sais rien. En attendant, il y a sur ce topic, il y a ce livre. Voilà, je vous le mets là. Je suis en manuel focus, donc ça sert à rien de vous l'approcher trop. Voilà, psycho-cybernétique. Et lui, il parle de ça en fait. Hein. Donc, je ferai une vidéo sur les bouquins que j'aime bien parce que ces derniers temps, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé. Peut-être le fait de les voir ici ou quoi. Du coup, vous m'avez posé des questions sur les bouquins que je lisais. Je vous ferai une vidéo sur ça bientôt. Je finis d'abord de lire le Hit 2 que Gilles m'a envoyé. Salut Gilles. Et voilà, après je vous ferai la vidéo, du coup je vous parlerai de tout ça et tout. Et en attendant, si c'est un topic qui vous intéresse, ça c'est du lourd. C'est un classique et ça parle de l'identité en fait, de l'identité que tu te mets et comment tu te reprogrammes par rapport à ton identité. Musashi Musa, je trouve ça quand même un peu arrogant comme attitude. On a tous quelque chose à apprendre, même du dernier des abrutis. C'est vrai, sauf que j'ai pas le temps d'aller chercher sur chaque abruti ce qui va bien pouvoir m'apprendre. Voilà. Pourquoi j'irais parler à un abruti en espérant trouver un truc qui saurait que moi je sais pas, et il en sait, hein, il pourrait m'apprendre des trucs, c'est sûr, sauf que j'ai juste pas le temps. Pourquoi j'irais parler à ce mec-là alors que je peux parler à des gars comme ça et qui m'apprennent des trucs qui sont de la bombe. Voilà, ça n'a aucun intérêt. Je préfère rentrer chez moi et passer du temps à lire ce mec-là. Hein. C'est un peu comme si je l'écoutais en fait. Hein. C'est pareil. Et le temps est beaucoup plus rentabilisé. J'apprends beaucoup plus d'infos de qualité en faisant ça qu'en allant me taper des discussions stériles avec tous les débiles de la création. Karine, un personnage désormais notoire sur la tribu. Mais concrètement, quand l'étranger te dit des bêtises qui t'énervent, tu lui réponds quoi? Bon, déjà, je m'énerve pas normalement, hein, sinon c'est qu'il y a un souci. Si je m'énerve, c'est que le mec, j'ai l'impression qu'il me victimise, qu'il m'emmerde ou qu'il me pompe mon temps ou quoi. Donc, quand même, si j'en arrive là, c'est que vraiment j'ai fait de la merde, j'ai mal géré mon truc.
Après, s'il y en a un qui me dit des conneries, je dis rien en fait, je me casse et c'est tout quoi. Au pire, je vais lui dire, si vraiment il a été trop loin dans la connerie, je vais lui dire, bon, faux, nul, zéro, ferme-la à tout jamais, c'est de la merde ce que tu dis, je préfère partir plutôt que d'écouter tes balivernes. Et voilà, c'est tout. Ryan, vous vous sapez chez Emmaüs? Ouais, sur la vidéo avec Antoine, on était habillés comme des clodos quand on s'entraînait. Mais c'est normal, on s'entraîne, on se met des front kick, on est plein de terre et tout. Tu crois pas que je vais sortir mon 2 Fursac pour aller faire du combat? Je lui ai dit, c'est normal. Après, c'est vrai que concernant le training, souvent, il y a des mecs, ils mettent des belles fringues avec du design, les shirts de compression, tout ça, avec les trucs bien travaillés de marque et tout. Je regardais sur le site Reebok, là, les trucs qui coûtent 80 € le shirt. Ça fait bizarre quand même. Mais bon, il y en a qui aiment bien mettre ça, apparemment ça les motive, tout ça. Enfin, c'est vrai que les fringues c'est important, hein. Les habits sont très importants. Ça contribue à ton image de toi, tout ça, à ton identité, donc c'est un gros truc. Après, pour l'entraînement, c'est vrai que moi je m'en fous en fait. Je mets des fringues pourries et puis je sais que je vais les pourrir et du coup je m'en fous, je vais pas mettre des beaux trucs pour aller m'entraîner, que ça va sûrement finir déchiré ou quoi. Donc voilà, après, voilà, moi c'est comme ça, je m'habille comme un clodo quand je vais m'entraîner. Après, bon, j'essaye d'avoir un truc qui me va bien quand même, hein, pas un vieux truc pourri qui est trop grand ou quoi. Hein. Et bon, juste c'est pas des fringues qui craignent, je peux me permettre de les perdre. S'il y a un problème, si elles se déchirent ou quoi, c'est ok. Facho Business, vas-y viens, on monte une guilde avec ma Soso Spectre, on tente le first level à 100 à la prochaine ligue. Ouais, j'y joue à la nouvelle ligue de Pass of Exile là. Pass of Exile, si tu connais pas, c'est le jeu que j'ai mis en intro sur ma vidéo. Les jeux vidéo ruinent mes progrès. Voilà, c'est ce jeu-là, c'est mon jeu préféré, un bon hack and slash roll bien technique. Et j'y joue de temps en temps, là c'était la nouvelle ligue, du coup je m'y suis remis. Et voilà, mon pseudo numéro de compte c'est Mokara, si tu veux qu'on se fasse des runs ensemble ou quoi. Voilà, je suis sur Pass of Exile, hein, geek gamer hein, quand même toujours. Glenn, je suis tombé sur cette vidéo au putain de bon moment. Pour info, je viens de passer une nuit blanche, la boule au ventre, et j'ai même dégueulé. Je suis content d'être tombé là-dessus. Ah ouais, quand même, c'est aller loin. Pour dégueuler à ce point-là, c'est que émotionnellement, ça devait travailler là. Et ouais, content que ça t'ait servi à ce point-là et que ça t'ait refilé de la puissance de primate. Hein. Might is freedom. Thomas Setti, vraiment n'importe quoi cette vidéo, merci. Benzu Corax, l'inconvénient est que tu risques grandement de faire de l'étiquetage. Ouais, ça c'est comme je disais hein, sur la vidéo, on étiquete tout le temps, hein, donc c'est des raccourcis, ça permet d'aller plus vite. Et puis après, quand tu étiquetes, c'est que tu vas discriminer en fait pour toi, faire des analyses plus rapides. Et il faut être prêt aussi à revenir en arrière. Si tu vois qu'il y a un truc qui ne correspond pas à l'étiquetage que tu as fait, là ok, tu refais une analyse et tu remets une étiquette qui convient plus. Et l'étiquetage, c'est vrai que ça permet d'aller plus vite dans la gestion des interactions. Sinon après tu t'en sors pas, quoi. T'es pas réactif et tout. Surtout quand tu tombes vraiment sur des mauvais qui viennent, qui sont vifs d'esprit, qui essayent de te niquer, tu vois, qui te balancent des trucs. Si tu fais pas ça, que tu essayes d'analyser à chaque fois, c'est foutu, quoi. Tu seras toujours en retard. Enfin, moi, ça me fait ça. Hein. Après, moi, je suis lent, quoi, dans les interactions. Je mets longtemps aussi à analyser, réfléchir et tout. Donc, ça me permet d'aller plus vite. Voilà. Et quand je dis discrimination... c'est vraiment dans ce sens-là. Hein. Après, il y a le côté discrimination, le terme un peu qui fait gauchiste, politiquement correct, tout ça, quand ils utilisent ce terme, avec vraiment des mecs qui sont discriminés sur des trucs complètement hors de propos, et puis c'est vraiment nuisible alors que ça n'a pas lieu. Ouais, ça c'est de la discrimination de gros connards. Ouais, ça c'est encore autre chose. Ouais. Burst Training, salut, j'avais jamais vu cette vidéo, j'ai arrêté les dojos pour les mêmes raisons que tu as évoquées. Ouais, donc l'histoire des dojos où tu fais surtout du physique
et peu de technique dans la discipline spécifique. Hein. C'est de ça dont il était question et c'est vrai que c'est super chiant. Moi, j'ai pas trouvé encore de dojo qui me plaise où tu bosses vraiment la technique. Tu viens, tu fais un échauffement voilà, spécifique déjà. Et puis après, ben, tu bosses les techniques, tu fais du combat, tu fais du truc vraiment en rapport. Là, les mecs, je veux dire, je sais pas ce qui s'est passé dans ce domaine, dans le domaine des arts martiaux, sport, combat et tout, mais même dans un truc, tu vas dans un truc traditionnel ou quoi, karaté, arts martiaux vietnamiens ou ce que tu veux, mais les mecs, ils vont toujours se sentir l'obligation de te faire des abdos, des pompes, mais des trucs de merde en plus, des abdos, ils te font faire des crunchs, mais c'est nul les crunchs les gars, faut arrêter, c'est nul, franchement, mais c'est une façon pourrie de travailler les abdos, sans déconner, c'est naze. Et ouais, il y a toujours des trucs comme ça. Alors bon, après, quand t'as un club où tu fais des ados et tout, ok, là il n'y a pas de problème, tu fais un peu de physique et tout, les mecs souvent ils sont contents quoi. Voilà, ils y vont, ils font un peu de physique et puis ils progressent en même temps physiquement. En plus c'est un âge où tu fais 3 pompes, direct tu vois les résultats et tout, donc là oui, ça vaut le coup. Parce que, enfin moi quand j'avais 13 ans que j'ai commencé la boxe, c'est vrai qu'on faisait beaucoup de physique dans le club. Après c'était de la boxe aussi, donc c'est vrai que c'est physique. Ben, ça me plaisait quand même d'un côté. Après bon, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de technique quand même, mais bon, voilà, j'avais 13 ans, j'étais quand même content de le faire. Mais après, quand t'as un club avec des confirmés, des mecs qui font ça depuis, enfin peut-être pas des confirmés, mais même débutants, mais des mecs qui font ça depuis 5 ans, on va dire. Qu'est-ce que tu vas faire combat de chat à côté. Ouais. Qu'est-ce que tu vas leur faire des crunchs, des pompes, ils en ont rien à foutre les mecs. On s'entraîne tous à côté, on fait déjà du conditionnement de notre côté, donc ouais, c'est vraiment chiant. Les dojos qui font du conditionnement comme ça, c'est vrai que c'est casse-couille. Voilà. Moi, je veux plus m'entraîner en dojo en fait, ça m'a saoulé. Moi, je me cherche un coach de boxe thaï pour qu'il m'entraîne que moi. Et voilà. S'il y a un coach de boxe thaï qui traîne sur Alès, ça m'intéresse. Henri, comment ça va? Tu vends ta collègue DBZ? C'est ceux-là, là, les DBZ. Ouais, ça, c'est les premières éditions qu'il y a eu en français. Ça date, hein. Et non, je les vends pas. Alors, pour l'instant, je m'en sers pas non plus. Donc, ils sont là, voilà. Ils font rien de spécial. Le truc, c'est que pourquoi revendre un truc pour récupérer des euros alors que j'ai pas l'utilité de ces euros? Et là, c'est un commentaire, ça parlait de DBZ, mais en fait, moi, ça me fait penser à de l'économie de base. C'est que ça sert à rien de vouloir récupérer à tout prix des euros si on n'en fait rien. Ça, c'est un paramètre. Quand tu gagnes de l'euro, tu peux être content sur le coup, tu dis ouais, j'ai gagné des euros. Mais réellement, tu n'as rien gagné. Ce qui compte, c'est ce que tu vas en faire. Ça veut dire que jusqu'au moment où tu dépenses ces euros pour récolter effectivement du tangible avec, en fait, tu n'as rien gagné. Voilà, ça, c'est un truc que j'ai appris de la façon la plus sévère, c'est-à-dire en me faisant enculer ou en m'auto-enculant. Voilà, ça dépend comment on voit le truc. Et ouais, c'est comme si tu achètes un titre, tu achètes du bitcoin. Le bitcoin monte. Tu te dis c'est cool, j'ai gagné des sous. Sauf que tes bitcoins, tu les as pas dépensés pour acheter, je sais pas, ta coke sur Silk Road ou des sites comme ça, enfin, où tu les as pas convertis en euros pour t'acheter d'autres trucs. Voilà. Après, on va dire les bitcoins servent à s'acheter que de la drogue et financer le terrorisme et tout. Non, c'était une blague, hein, c'était une blague. Voilà, hein, c'est une technologie révolutionnaire, il y a plein d'applications qui se développent tous les jours et sa valeur est vraiment fondée. Voilà. Bon, peut-être pas de monter jusqu'à 15 000 $ en 3 jours, mais bon, en tout cas, la valeur est fondée. Et ouais, donc tant que tu n'as pas claqué tes bitcoins, tu n'as rien en vérité, tu n'as rien gagné. Parce que ça peut très bien redescendre, ou tu peux aussi peut-être dans le futur dépenser ce fric sur quelque chose de pourri qui aura finalement une valeur de 0. T'en sais rien. Voilà. Donc ça c'est un truc
importants que je prends en compte quand je décide si je revends un objet ou pas. Alors les DBZ, bon, je les connais, voilà, pour l'instant je les relis pas, donc je pourrais les revendre. Parce que pour l'instant je m'en sers pas et ils prennent un volume chez moi, ils me prennent aussi un espace mental, même si en même temps j'aime bien les avoir ici, je trouve ça cool et tout. Mais bon, c'est vrai que je pourrais les revendre. Le truc c'est que si je les revends, je vais récolter de l'euro. L'euro, bon, pour l'instant, qu'est-ce que je vais en faire? Je vais rien en faire, c'est pareil. Je vais les mettre sur mon compte, j'aurai un peu de sous en plus sur mon compte. Voilà, ce sera bien, ça peut donner une satisfaction ou une sécurité, sauf que c'est pareil, je vais rien en faire. Donc finalement, j'ai pas d'intérêt de revendre mes DBZ maintenant, je préfère les garder. Si un jour j'ai besoin des sous, que j'ai besoin d'acheter un truc, que je sais déjà comment dépenser le fric, là oui, je les revendrai. Enfin, s'il y a lieu de les revendre, si c'est assez cher. Et voilà, ça c'est un truc... je pense que les mecs qui sont vraiment bons, on va dire les riches, ceux qui sont devenus riches parce qu'ils connaissent bien le système et qui savent se démerder, c'est des bons gestionnaires et tout, je pense que avant même de gagner leur fric, ils savent déjà ce qu'ils vont acheter avec. Ils savent déjà où ils vont le placer, comment ils vont faire. Voilà. Alors que on va dire le middle class moyen, ben, c'est un forfait en fait. Il a son salaire, donc il gagne les sous de toute façon. S'il est limite, bah, il dépense tout dans ses factures, dans ses consommables, dans sa vie, donc c'est un esclave. S'il a du surplus, il peut accumuler et là il peut évoluer, progresser. Le truc c'est qu'en général, il sait pas ce qu'il va acheter avec avant d'avoir les sous. Voilà, c'est ça la différence. Le mec, même s'il sait pas comment il va gagner le fric, il sait déjà ce qu'il va acheter. Et il sait qu'il faut qu'il se dise, ok, il faut que je gagne le fric. Bilban Assis, t'as pas tort dans l'absolu, il faut mieux aller... ouais, bon, ça c'était sur la vidéo des cons aussi, mais je pense pas qu'il faille mépriser quelqu'un au premier abord. Bon là c'est pareil, hein, c'est pas une question de mépris, hein, c'est juste de l'analyse basée sur du data historique. Enfin bon, c'est toujours le même principe. Twist Salsa 6-4, les demeurés, tu parles des gauchistes bien conformistes qui pullulent dans notre pays. Non, pas du tout. En fait, je parle juste des demeurés, quoi, des mecs qui vont te sortir des trucs qui te paraissent cons, voilà, à tort ou à raison. Hein. Donc, concernant les gauchistes, que ce soit gauchiste ou droitiste, c'est la même chose. Je veux dire, il n'y a pas de gauche ou de droite. Il y a des étatistes, des mecs qui veulent un gouvernement qui encule tout le monde ou qui veulent utiliser un État pour avoir des privilèges et des avantages au détriment des autres. Et il y a ceux qui veulent vivre, qui sont indépendants, qui veulent vivre leur vie tranquille. Voilà. La politique, c'est pas la gauche ou la droite, c'est l'État contre toi. Hein. C'est la liberté contre l'oppression d'un État. C'est tout. C'est juste ça. Donc, gauchiste ou gauche ou droite, c'est pareil en fait. Hein. Enfin, dans les fondements. Hein. Après, oui, il y a plein de trucs sur la forme qui sont très différents et voilà. Il y a des tas de choses que tu peux déplorer sur la forme. Ouais, ça après. Mais bon, ça n'a rien à voir. Vraiment, faut pas se concentrer là-dessus. L'homme des sables. En fait, t'en es où dans ta progression au bench press? À chier. Au bench, là, c'est de la merde ce que je fais. Putain. Tout ce qui est jambes et tout, ça va. Je continue à progresser lentement avec des hauts et des bas. Deadlift, squat, tout ça, c'est cool. Tout ce qui est tirage, ça va. Bon, j'arrive pas encore à taper ma traction à une main, mais bon, je sais que ça va le faire au bout de je sais pas combien de temps, on verra. Je me mets pas de pression sur des délais ou quoi, ça viendra quand ça viendra. Mais ouais, par contre, tout ce qui est push, donc bench, presse militaire, c'est la merde. Hein. Ouais, je sais pas pourquoi, j'ai du mal à cet exercice. Voilà, je suis nul au bench press. Et ouais, en ce moment, je fais moins de 100 kilos. Hein. Ouais, non, c'est de la merde, putain. C'est pourri. Pourtant, après, je vois que même sur d'autres trucs, je vois que ça fait pas tout. Hein. Des mecs, des fois, qui vont être bien meilleurs au bench que moi, bah, moi, sur d'autres trucs, je vais être plus fort qu'eux ou quoi. Enfin, c'est assez étrange.
Mais ouais, en tout cas, je pense pouvoir dire que le bench, c'est mon point faible. Bon, on verra. Gwendal Clolus, ah mon con, c'est toute l'histoire de ma vie. Depuis que j'ai opté pour ce tips, il y a déjà pas mal de temps, j'écrème la populace d'esclaves et crois-moi au final, il reste plus chose à grailler. Bah ouais, hein, c'est un peu malheureux, mais ouais. Alors après, t'es pas obligé de d'écrémer si le mec tu trouves qu'il est con, parce qu'il peut être valeureux sur plein d'autres trucs. Après ouais, si vraiment c'est un critère et que t'évites, on va dire, tous les gens les plus... Enfin, on va dire les bêtes et méchants, quoi, les gens néfastes par leurs conneries, ouais, c'est vrai qu'il reste plus grand monde. Là, il faut bien avouer, t'es un peu seul. Et ça fait beaucoup d'ennemis quand même à gérer, hein. Ruskov, que penses-tu du Krav Maga? Ben du bien, hein. Le Krav c'est quand même un super système. C'est militaire à la base, donc bon, je suppose qu'il doit y avoir la version militaire et puis il y a la version grand public, business, celle qui est vendue de partout, quoi, par la fédé de Krav. Et celle-là, elle est plus... voilà, je connais pas la version militaire, mais en tout cas la version self-défense, elle est faite pour convenir à tout le monde. Il faut qu'un physique moyen puisse appliquer les techniques. Donc ça, ben, c'est un avantage parce que du coup, c'est des techniques simples si tu as un physique moyen. Et c'est des techniques qui sont très, on va dire, logiques, basées... c'est très fluide biomécaniquement, en fait. Moi, c'est ça que j'ai bien aimé dans le Krav. On va pas te faire des trucs compliqués ou voilà, c'est pas du pipo-jutsu, quoi. C'est quand même de l'efficace, c'est du bon et c'est simple. C'est des techniques simples, voilà. La simplicité, et ça fait du bien. L'inconvénient après, du coup, c'est que vu que c'est fait pour un physique moyen, un mec qui a peut-être une pratique super avancée dans certains domaines ou qu'un physique hors norme, du coup il y a des techniques qui seront moins efficaces que celles que lui pourrait adapter, qui conviendraient mieux à son physique. Voilà, c'est ça après le truc. Donc au final, ben, c'est quand même une super base, et puis selon les physiques, les capacités des mecs après, ben, faut adapter pour aller au plus efficace par rapport à ce qu'on est capable de faire. Bon, c'est-à-dire un peu comme pour tous les systèmes. Et ouais, déjà le Krav, c'est une très bonne base, hein. Moi j'ai beaucoup aimé, hein. Après, y a un inconvénient du Krav aussi, c'est que vu que c'est quand même très axé business et c'est self-défense, dans les cours de Krav, dans la plupart des dojos, après je sais qu'il y a des dojos de Krav qui sont très sérieux aussi, où ça tape et tout, là t'as moyen de faire des bons trainings, mais souvent c'est self-défense et t'as du tout venant, quoi, en fait. C'est-à-dire que tu vas t'entraîner, tu peux te retrouver à bosser avec la mamie de 50 ans qui vient comme ça pour faire une activité, comme elle avait le choix entre le ping-pong et le pilates et le Krav, elle a pris le Krav, quoi, pour essayer un an. Et du coup, bon, les entraînements, c'est pas toujours... ça envoie pas toujours comme ça devrait, ça dépend beaucoup des gens qui viennent. Et les gens qui viennent, bah, ça dépend beaucoup de l'instructeur, quel type de cours il fait, qui c'est qui veut attirer. Donc voilà, faut faire gaffe à ça aussi. Quel genre de club de Krav c'est. Et bon, bah, souvent c'est quand même business, hein. Moi j'avais mon instructeur de Krav, une fois j'en avais parlé, je lui avais dit, bon là ça fait 6 mois que je fais du Krav, c'est quand qu'on augmente un peu la difficulté, quoi. Ça y est, tous les mouvements que tu montres, je commence à avoir les réflexes et tout. Et il m'avait dit, eh ouais, mais Matt, je sais, mais bon, tu vois, moi, c'est un club business. Tu vois, si je fais des trucs où ça tape, tu vois, tout cela, là, ils vont plus venir. Et bon, j'avais fait OK. Puis, du coup, j'étais parti du club, quoi. J'allais stagner, en fait, si je restais. Florian Ineffable, je voudrais bien aller dans ce camp en Thaïlande, peux-tu donner l'adresse? Ouais, donc je ne sais plus dans quelle vidéo, j'avais parlé de quand j'étais allé en vacances en Thaïlande, je suis resté 1 mois à m'entraîner dans un camp militaire. Et bon, c'était sympa, hein. La vie c'était matin, réveil à 5h, bouffer, on allait faire 2 fois le tour du camp militaire, hein, parce qu'il y avait le CAI, je sais plus comment on dit, le Kai Muay, voilà, là où tu t'entraînes en boxe, et
Et bon, qui a une petite surface, et puis il y a le camp militaire qui est assez balèze, quoi. Ils avaient des terrains et tout, les mecs. Et donc on faisait 2 fois le tour du camp militaire le matin en courant. C'était marrant, une fois en courant, on passait à côté du temple des singes, et il y a un singe, il me coursait, il essayait de me sauter dessus et tout, une vraie racaille. Et voilà, donc on courait, on allait taper un peu, après bouffer, dormir, bouffer. Là j'avais un peu de temps pour glander. Après j'allais m'entraîner, donc pareil, on recourait un peu, et après on allait taper pendant 2-3 heures. Et après, fin de la journée. Donc là, manger, après faire un peu de trucs, voilà, quartier libre, quoi. Moi, je dormais pas au CAI. J'avais gardé ma chambre d'hôtel. Et voilà, j'étais plus tranquille comme ça. Et puis, du coup, je pouvais faire mes trucs aussi. J'étais plus en ville, quoi. Le CAI, moi, était un peu plus isolé, quoi. Il n'y avait pas grand-chose à faire autour. Donc, voilà. Puis bon, vu que je parlais pas thaï, dans les CAI, personne parle thaï. Personne parle anglais, je veux dire. Donc, c'était un peu chaud. Et ouais, il n'y avait que le colonel qui parlait bien anglais, donc il n'y avait que avec lui que je pouvais parler. Et voilà, la vie c'était ça. Donc j'ai fait que ça quand j'étais là-bas, donc c'était à Lopburi. Je suis resté 1 mois à Lopburi. Et voilà. Alors après, moi j'étais dans ce camp-là, voilà, que j'ai trouvé sympa. Pour le trouver, je demandais à des taxis s'ils savaient où il y avait. Et en fait, je demande à un taxi, c'était un taxi vélo en plus, et il me dit « Ah non, ici je crois pas qu'il y en ait, parce que c'est surtout à Bangkok qu'il y a les camps. Lopburi, c'est un peu au nord de Bangkok, quoi, c'est à 2 heures. Et c'est les provinces, quoi, c'est la brousse, il n'y a pas grand-chose en fait. Et donc il m'a dit, ben attends, on va demander aux flics, ils doivent savoir. Alors bon, il me dit, les flics, ma copine en Thaïlande, elle m'avait dit, fais gaffe aux flics là-bas, ils t'enculent. elle me disait, Police Thailand very bad, elle me disait. Et parce qu'elle elle avait travaillé avec la police, et bon, elle m'avait raconté des trucs, voilà, elle connaissait le truc, et elle m'avait dit, fais gaffe aux flics, ils peuvent te frame les mecs, ils te mettent de la drogue sur toi, après ils te disent, ah regarde, on t'a niqué, ils te demandent des bakchiches et tout, des trucs comme ça. Donc le mec il me dit, bah attends, on va demander aux flics. Je me dis, oula, mais en fait c'était la tourist police, donc c'est encore autre chose. Et il demande à la tourist police. Et eux ils me disent, ouais, on pense qu'il y a peut-être au camp militaire machin, bah viens, tu viens avec nous, on va voir. Je m'étais dit, ah ouais, sympa et tout, bon je me méfiais un peu quand même. Et oui, les flics très sympas, ils m'ont pris avec eux et ils m'ont emmené dans un camp militaire. Et là, les militaires, ils ont dit non. Oui, on fait de la boxe thaï ici et tout, mais bon, là, c'est que pour les militaires. Ok, mais peut-être aller à Khai Nalai. Et un autre truc. Et je crois que c'était plus. Je sais pas ce que c'était en fait. C'était un autre camp militaire, quoi. Et là, ils m'emmènent. Et je tombe sur des gars du camp. Donc là, on était dans le camp. Ils m'amènent là-bas. Et puis. Les flics leur parlent, les mecs du camp viennent et ils me disent ouais, tu peux t'entraîner avec nous. Il y a même un autre Français qui était là le mois dernier, il repart dans 2 jours. Ah ouais, d'accord, ok. Et du coup, je me suis entraîné avec eux comme ça, quoi. Puis bon, du coup, j'ai pu parler avec l'autre Français. Et lui, il voulait devenir pro et tout, donc il était venu s'entraîner. Il a fait un combat après, parce que les différents camps militaires se faisaient des combats entre eux. La boxe thaï, en fait, c'est beaucoup contrôlé par la police et les militaires là-bas. Donc, alors après, à Bangkok, il y a plein de camps, il y en a partout. Hein. Tu demandes à des gens, voilà, même s'ils y connaissent rien, ils seront capables de te dire, ouais, il y en a peut-être un par là-bas, ou à telle adresse, et tu peux y aller. Tu demandes au hasard, hein, tu vas trouver des camps. Hein. Et, après, t'as les camps business, t'as les camps Fairtex, des trucs comme ça. Donc là, ils font vraiment des prestations. Ils te font payer, tout ça, ils t'entraînent et tout. Puis après, t'as tous les autres petits camps où tu peux y aller comme ça. Les mecs, ils sont contents de t'accueillir et tout. Et puis après, voilà, tu viens un peu comme si t'allais traîner dans un dojo en France, en fait. Voilà. Voilà comment trouver
des camps pour s'entraîner en Thaïlande. Captain HD, comment manger sain le midi quand on est scolarisé? Facile, suffit de se déscolariser. Karine, en fait la vie de maths c'est comme un Skyrim dans la vraie vie, il s'ajoute des skills, archerie, forge, charisme, force, HP, tout ça. Et tous les jours il gagne des points de compétence, c'est marrant, je vais essayer de voir les choses comme ça. Ouais, c'est exactement ce que je fais, hein. Je me suis même fait une liste de mes skills en fait. Et du coup des fois je la relis et ça m'incite à les augmenter du coup. Donc dès que je m'intéresse à un nouveau skill, bah, je le marque et puis bah, s'il y a des moments où je me fais chier ou je sais pas quoi faire, enfin pas je me fais chier parce que c'est un grand mot, je peux pas me faire chier, mais disons s'il y a des trucs que je suis en train de faire et que ça m'amuse moyennement, bah, du coup je peux regarder ma liste de skills et j'en prends un qui m'amuserait plus de dev et je passe dessus, je laisse tomber ce que je suis en train de faire et puis je refais ça. Alors des fois comme ça j'exhume des vieux trucs, hein, genre je peux me dire bah tiens ça fait longtemps que j'ai pas fait de la couture par exemple, hein. Le truc qui a rien à voir avec avec l'autonomie, la survie, le combat ou des trucs comme ça. Je me dis bah tiens là je vais prendre mes shirts, je vais les retailler bien ou je vais essayer de me faire un froc, des trucs comme ça quoi. Bobby Johnson, Matt, s'il te plaît, fais-nous une vidéo sur les bouquins qui déchirent, genre sur l'économie et plein d'autres domaines qui pourraient nous aider à reprendre de la puissance individuelle et des connaissances anti-enculerie. Ouais, je vais le faire, voilà, je vous montrerai ça, je vous montrerai ce qu'il y a dans mon Kindle ou ce qu'il y a dans mon PC ou des fois des trucs que j'ai pu trouver. Je pense que ce sera du coup une vidéo plutôt longue parce que quand même il y en a un paquet. J'essaierai de pas m'éterniser, il faudra pas que ce soit chiant. J'essaierai de la faire, on va dire, le plus vite possible tant que j'ai des trucs intéressants et bénéfiques à vous filer sur ça. Et puis bon, en plus il y a Noël qui arrive bientôt, tout ça, donc s'il y en a qui ont besoin d'acheter des cadeaux ou quoi, ça peut donner des idées. Donc je vous ferai ça et voilà, juste je termine 2-3 trucs et je fais cette vidéo après. Bon, je pense qu'il y aura peut-être une ou deux vidéos que je ferai entre temps pour parler peut-être de training. Et voilà, mais ouais, je vous ferai une vidéo sur les bouquins. Content d'avoir bouclé cette vidéo, fallait que je la fasse depuis un petit bout de temps. J'espère que ça vous a plu, vous avez kiffé. Bon, ben si tu as un com à dire, une réflexion sur un truc que j'ai dit ou quoi, ben ça m'intéresse toujours, hein. Je peux pas répondre à tout le monde, hein. C'est pour ça aussi que je fais des vidéos comme ça permet de répondre à des coms qui m'ont inspiré, à certains coms. Après là, c'est vrai que je suis remonté jusqu'au com d'il y a un mois et j'aurais même pu remonter plus loin. Je devrais peut-être faire plus souvent des vidéos de com comme ça et ça permettrait de faire des réponses un peu publiques et avec des petites réflexions dessus. Voilà. À plus.